Heureusement, dans nos sociétés occidentales du XXIe siècle, les mariages se réalisent entre les personnes concernées par amour, par intérêt, mais pas par la médiation des parents ni des tierces personnes. Cela se voit encore dans certains pays. Dans le passé, ce n'était pas le cas. Et lorsqu'il s'agissait des grands intérêts économiques, politiques, voire l'alliance entre deux pays, les négociations se faisaient au plus haut niveau. C'était le cas de Marie-Antoinette d'Habsbourg, qu'ancienne fille de Joseph Ier, empereur du Sacre Empire romain germanique, et de son épouse, l'impératrice Marie-Thérèse. Marie-Antoinette était destinée à se marier au dauphin, héritier du royaume de France, à la mort de son grand-père Louis XV. La petite Marie-Antoinette avait 14 ans et le jeune dauphin Louis-Auguste 16 ans. L'éducation sexuelle à cette époque était très rudimentaire. Tout ce qui avait à voir avec le sexe était un péché. De l'arrivée de Marie-Antoinette en France, loin de sa famille et de leurs coutumes, le mariage a eu lieu et cette même nuit, ils s'en étaient mis au lit, étant tous deux jeunes gens, inexpérimentés et totalement inconnus. Lors du dîner après le mariage, Louis XV, grand coureur de jupons et expert en arts horizontaux, dit à son petit-fils, le dauphin, de ne pas trop marcher à cause de ce qu'il attendait par la suite. Le jeune dauphin perplexe a répondu qu'il dormait mieux après un bon dîner. Après le dîner, les jeunes mariés ont été amenés au thalamus nuptial par le roi et les princes de sang royal. Cette nuit-là, le mariage n'a pas été consommé. Le dauphin a dormi placidement. Ainsi, des jours, des semaines et des mois se sont écoulés sans que cet événement d'une si grande importance pour perpétuer la dynastie de Louis se produise. Il faut dire que parmi les têtes couronnées, la tâche principale est de laisser une progéniture, de préférence mâle, pour perpétuer la dynastie. À cela s'ajoutait que les chambres des dauphins étaient séparées et que si le jeune Louis-Auguste voulait rendre visite à sa femme, il devait marcher la moitié de Versailles à la vue de presque toute la cour. Après un certain temps, les choses ont commencé à devenir critiques. La raison principale pour laquelle ces mariages avaient eu lieu était pour que Marie-Antoinette donne des enfants mâles au royaume de France. Et sans consommation de mariage, aucune possibilité d'enfant. Louis ne s'intéressait qu'à la chasse, aux mathématiques et à la réparation d'horloges et de serrures, tandis que sa pauvre femme n'avait d'autre distraction que les danses et le jeu d'hasard. C'est à partir de ce moment que Madame de Lamballe et Madame de Polignac deviennent les confidentes de la reine, augmentant les rumeurs selon lesquelles la reine avait des regards particuliers pour les femmes. Marie-Antoinette l'écrivait et se plaignait de cette situation à sa mère à Vienne. Et l'impératrice lui dit qu'elle devait être affectueuse et avoir des caresses avec son mari, mais pas trop, car cela pouvait être contre-productif. Louis XV était également très inquiet en voyant la situation de son petit-fils et de sa femme. Il avait même été allé jusqu'à en discuter avec eux et à inspectionner personnellement les parties nobles de son petit-fils à la recherche de toute anomalie congénitale qui entraverait son travail de mari. La question a même été traitée à la demande de Marie-Thérèse par le pape Clément XIV. Le médecin du roi et directeur de l'Hôtel-Dieu, le plus ancien hôpital de Paris,
situé à gauche de la cathédrale Notre-Dame, à examiner le dauphin. On a même parlé d'une sorte d'impuissance physique ou mentale. Interrogé par son grand-père, le dauphin lui a dit qu'il avait de l'affection pour sa femme, mais que c'était de l'affection d'un ami, l'affection d'un frère, bien que non charnelle. À la mort de Louis XV, les choses deviennent plus urgentes, compte tenu de leur chance de procréer des enfants. Le médecin avait conclu que Louis-Auguste souffrait de phimose, une légère affection congénitale du membre masculin qu'au moindre mouvement de va-et-vient lui causait une douleur intense qui les coupait tout et long. Nous voyons encore cette condition aujourd'hui chez certains hommes. Ceci peut se résoudre avec une petite intervention à l'escalpel en faisant une petite coupure dans le frein à la base du prépuce. On ne saura jamais avec certitude si Louis-Auguste, déjà Louis XVI à cette époque, a subi cette petite intervention ou si le problème était résolu naturellement. Le fait est que la consommation tant attendue a finalement fui réalisée. Même le roi a confié à ses tantes qu'il adorait le plaisir charnel et que s'il avait su auparavant, il aurait résolu son problème plus tôt. Quelques mois plus tard, la première fille du mariage est née, Marie-Thérèse de France, qui survivra à la Révolution de 1789. Puis est né Louis-Joseph de France, malheureusement décédé à l'âge de 8 ans. Il était suivi par un troisième enfant, Louis-Charles, qui à la mort de son frère, Louis-Joseph, était considéré comme le dauphin. Enfin, une quatrième fille, Sophie de France, décédée bébé. À la mort de Louis XVI à la guillotine, Louis-Charles était considéré comme Louis XVII, bien qu'il n'a jamais régné. À la chute de l'Empire de Napoléon et la restauration de la monarchie en France, c'est le frère de Louis XVI, prince de Vendée, qui monte au trône sous le titre de Louis XVIII. Cette histoire d'être des personnes importantes ou des rois de France font des secrets intimes, des conversations et des potins du plus grand pape au plus petit journalier du royaume. Nous le voyons aujourd'hui dans les revues de potins qui ne perdent une minute de vie des personnes célèbres. Mais ça, c'est déjà une autre histoire. C'est ainsi que je finis mon émission d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup du temps que vous dédiez à mon travail. Et je vous dis à la prochaine.